Hélène Frade est encore en vacances, mais heureusement, Julien Chéida est là pour cette revue de presse. Bonjour Julien. Bonjour Damien. On va commencer par la rentrée. C'est bientôt la rentrée, c'est aussi le retour de la revue de presse et on l'a vu ce week-end, les politiques font aussi leur rentrée politique à haut risque, Julien, pour le Premier ministre François Bayrou, selon la presse. Et on peut dire que la presse est presque sans pitié avec le Premier ministre François Bayrou qui joue son va-tout à la une du Figaro, je cite, pour éviter la chute, c'est-à-dire pour éviter la chute de son gouvernement. Le Premier ministre qui va donc présenter dans les prochaines semaines son projet de budget 2026 devant les parlementaires avec 44 milliards d'euros d'économies, donc vote qui pourrait précipiter la chute de son gouvernement, à en croire les forces d'opposition de gauche. Regardez ici ce dessin satirique à la une du journal L'Opinion avec un François Bayrou sur le point de chuter de sa balançoire. Parfois, un dessin satirique vaut mieux qu'un grand article d'analyse. On parlait des forces d'opposition, donc plusieurs forces de gauche avec ici les Verts, ici les communistes et ici la France insoumise qui ont déjà annoncé lors de leur université de ce week-end qu'elle bloquerait le Premier ministre. Je cite ici l'Humanité. C'est une allusion au mouvement du 10 septembre dont vous parliez à l'instant, Bloquons le pays, lancé suite aux annonces d'économie budgétaire que François Bayrou avait faites en juillet dernier. Pour le journal Libération, eh bien c'est très simple. Regardez ici ce que nous dit l'éditorial. Le compte à rebours a commencé pour le Premier ministre. Alors, le compte à rebours, c'est quoi? Avant le vote budgétaire ou avant la chute du gouvernement? Ça, seul l'avenir nous le dira. L'une des multiples raisons de cette contestation, Damien, et c'est extrêmement pris au sérieux par les Français, regardez, c'est ici, à la une du Parisien, c'est cette proposition de supprimer 2 jours fériés pour faire environ 4 milliards d'économies. Mais pour les Français, les jours fériés, c'est sacré, notamment avec ce sondage publié par le journal, eh bien 84% des Français s'opposeraient à la suppression des jours fériés. Ces jours sont trop importants pour la France pour concilier, je cite, à la fois la vie professionnelle et surtout personnelle. La diplomatie, elle ne prend pas de vacances, Julien, et la France en récolte les fruits un peu amers. Ça peut paraître surprenant, surtout quand les coups proviennent de ses propres alliés. Alors oui, vous aviez parlé à l'instant de l'ambassadeur américain en France, Charles Kushner, donc, qui a envoyé cette lettre critiquant le manque d'action, je cite l'ambassadeur de la France, pour lutter contre l'antisémitisme. Vous en parliez à l'instant, mais avant cela, eh bien, il y avait eu les propos d'un certain Matteo Salvini, le vice-premier ministre italien, qui avait eu des propos extrêmement agressifs, disons-le, à l'égard d'Emmanuel Macron. C'était mercredi dernier. Emmanuel Macron qui défendait l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Et le vice-premier ministre avait répondu clairement « Mets ton casque, ton fusil, et toi, tu n'as qu'à partir en Ukraine ». Forcément, ça avait fait la une de la presse italienne. L'Élysée n'avait pas apprécié, avait là aussi convoqué l'ambassadrice italienne. Regardez, c'était des propos jugés inacceptables. Il faut dire que Matteo Salvini n'est pas vraiment un allié politique d'Emmanuel Macron. Il se place vraiment à l'extrême droite sur l'échiquier politique. Mais cette convocation de l'ambassadrice en France, n'a pas empêché le vice-premier ministre de recommencer et d'en remettre une couche en déclarant cette fois-ci, on peut lire ça dans Il Journal, que 80% des Français, là je le cite, ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Il n'y a qu'à attendre les prochaines élections pour s'en débarrasser. Officiellement, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, n'a pas officiellement réagi. Elle qui vient tout juste, Damien, de réchauffer difficilement les relations entre Paris et Rome. On lui souhaite bon courage pour tenter de rattraper tout ça. On parle aussi d'Ukraine dans la presse ce matin, Julien. L'Ukraine où l'armée russe continue de grignoter quelques kilomètres carrés de territoire dans le Donbass, au milieu des civils traumatisés, obligés de partir en laissant tout derrière eux. Effectivement, grand reportage à lire dans le journal russe la version européenne de Novaya Gazeta. C'est une vie qui bascule, c'est le titre de l'article. Nous sommes dans l'oblast de Donetsk, donc vraiment à l'est de l'Ukraine. Une région où les lignes de train ont été détruites par endroits, sans lien avec le reste du pays. Eh bien, les déplacements et les approvisionnements sont de plus en plus difficiles pour ces civils. Certaines localités sont même privées d'eau, obligeant les habitants, vous le voyez ici sur cette photo, à tout quitter, à partir définitivement. C'est une situation qui est résumée ici dans le journal suisse Le Temps en une phrase.
partir ou bien mourir, avec ce récit qui raconte l'évacuation des derniers civils de Kostotianivka grâce à l'appui de 2 volontaires de l'armée ukrainienne en dépit de la menace permanente des drones russes qui planent dans le ciel. Et puis, je vous propose, Damien, une autre approche du conflit. Sur le plan sportif, cette fois-ci, comment se passe la cohabitation dans un vestiaire de foot entre un joueur ukrainien et un joueur russe? C'est ce qui se passe depuis l'arrivée du défenseur ukrainien Ilya Zabarny au Paris Saint-Germain. Ces 2 joueurs sont voués à cohabiter dans un même vestiaire. Évidemment, en recrutant ces 2 joueurs, le PSG savait qu'il y avait cette situation à gérer. Le Parisien nous explique qu'il y a une cohabitation sous surveillance. C'est une situation quasiment inédite dans le monde du football européen depuis l'invasion russe à grande échelle depuis février 2022. Il y a une volonté d'apaiser la situation, évidemment, de la part des autorités parisiennes. Et Luis Enrique avait résumé la situation en une phrase: le football sert avant tout à rassembler et ne divise pas. Et puisqu'on parle de football, on ne résiste pas à l'envie de raconter le dernier rebondissement, dernier épisode de la vie marseillaise entre Adrien Rabiot et l'OM. C'est décidément « Je t'aime, moi non plus ». Effectivement. Rabiot avait été mis sur la liste des transferts suite à une altercation avec un joueur de l'OM. Son entraîneur a surpris tout le monde ce week-end en disant qu'il était favorable à la réintégration de ce joueur, sans en parler, et c'est ça le nouvel épisode, à 6 dirigeants qui n'étaient pas du tout au courant de cette intervention. Il ne cache pas, selon l'équipe, leur embarras. Alors Rabiot réintégré ou pas, faut-il mettre l'orgueil de tout le monde de côté? C'est un dilemme plus que cornélien, mon cher Damien, mais c'est surtout un dilemme que ne manqueront pas de commenter nos confrères de la presse sportive. Vivement le prochain épisode. Et on le suivra avec vous notamment. Merci beaucoup Julien pour cette revue de presse.